Et qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Et j'aimerais qu'il me dise: «Enfin, je m'ennuyais». Je crois profondément que les êtres naissent peut-être libres, mais certainement pas égaux. Très bien. Bonjour Monsieur le bâtonnier, Bonjour, merci de nous recevoir ici. je suis ravi de vous accueillir. Comment allez-vous Et existentiellement, philosophiquement, existentiellement? non, non, je vais bien. Je regrette l'âge que j'atteins, et qui est vraiment l'âge du crépuscule. Et c'est le moment où on éclaire encore un peu, mais où on ne chauffe plus. C'est le moment où l'oiseau de Minerve s'envole. C'est le propos de Hegel. Et chez moi, l'oiseau de Minerve s'envole. Je ne sais pas vers quel cieux, parce que je ne crois pas au ciel, pas plus qu'à l'enfer d'ailleurs. Mais je vais bien. Et la rage de vieillir, comme disait De Gaulle, ce naufrage. Vous aviez, Ai-je tant vécu pour vivre cette infamie? vous aviez déclaré: tant que mon crépuscule peut encore être une aube pour certains, je m'obstinerai. Ah oui, Et pour nous, vous êtes une aube. mais Parce vous êtes infiniment aimable. Et écoutez, l'affection que me porte la jeunesse, l'intérêt que parfois elle me témoigne, est une chose qui me console et me caresse. Et parce que j'ai l'impression de pouvoir encore aider quelques-uns, stimuler quelques intelligences, et désigner quelques voix, et dire aux jeunes gens que vous êtes, préférez les chemins escarpés, et même s'il y a peu d'air, il y a des étouffements salutaires. justement, vous êtes une référence donc pour nous, parce que finalement, un peu par hasard, vous vous êtes retrouvés sur YouTube et on a pu regarder vos vidéos. Et donc plein de gens sont devenus Ah oui, nourris pareil, d'admiration ma pour vous. secrétaire, parce que moi je n'ai jamais Ouais. ouvert un ordinateur de ma vie, mais ma secrétaire, qui regarde ça attentivement, me dit que j'ai 13 millions de vues sur Ouais. YouTube. Alors, comme je ne sais pas ce qu'est YouTube, je m'en réjouis dans l'ignorance. Alors parce que vous avez été avocat et qu'on apprécie énormément la qualité de votre langue et de votre répartie aussi, puisque il y a des vidéos comme votre débat avec Tariq Ramadan, nous nous sommes dit que nous allions vous interviewer en vous posant des questions sur la langue française et sur l'éloquence en général. Volontiers. La première question que j'aimerais vous poser, c'est: la qualité de votre langage est-elle un talent ou résulte-t-elle du travail? Alors écoutez, c'est toute la définition de l'éloquence, hein. Et pour citer Reboul, l'éloquence, c'est l'art ou la technique de convaincre ou de persuader par le discours. Alors ça mérite un commentaire. Est-ce que c'est un art ou une technique? De dire que c'est un art signifie que c'est un don. Alors les dieux ont été généreux, ils étaient là au bord de votre berceau, où il n'y était pas. Donc tout le monde tend à dire que c'est une technique. Ben, c'est rassurant. Si c'est une technique, cela peut s'apprendre. Alors comment peut-on apprendre l'éloquence? D'abord en pratiquant beaucoup les mots, en ayant un rapport charnel avec l'expression, en étant dans l'imitation maiorum, c'est-à-dire en allant écouter, ce qui savent plaider, et lire beaucoup. Et parce que c'est Pline l'Ancien, je crois, qui disait cum libris loquor, je parle avec les livres. Je parle parce que j'ai lu. Et ça me paraît fondamental de penser que la lecture est la mécanique vivante de l'éloquence. Et ça, c'est une première chose. La deuxième, est-ce qu'il s'agit de convaincre ou de persuader? Et convaincre, c'est l'esprit que l'on convainc. Persuader, c'est plus vaste. C'est penser que nous ne sommes pas monistes mais dualistes, que nous avons un cœur et que ce cœur, où qu'il se niche, peut être lui aussi persuadé, ça englobe plus de choses. Et puis enfin, par le discours, qu'est-ce que c'est qu'un discours? Ce sont bien sûr les mots, mais aujourd'hui, comme le disait Roland Barthes, l'image a le dernier mot. Donc considérer que l'image est aussi un discours.
et un discours très autoritaire. Et alors, est-ce que nous sommes capables d'image? Nous sommes capables de la faire surgir. Donc, je dirais que l'éloquence est un métalangage et elle tient davantage à ce qu'elle fait naître qu'à ce qu'elle est. Je sais que énormément de gens sont confrontés avec le problème de la timidité. Ils sont souvent intimidés, qui vient de tibéo, donc craindre la foule, une femme, un homme. Est-ce que vous avez connu la timidité? Et si oui, comment l'avez-vous surmontée? Alors, oui, mais je ne l'ai pas surmonté. Je suis encore infiniment timide en mille circonstances. Je ne le suis pas lorsqu'on me donne la parole, parce que au bout de 70 ans de parole, je crois que il y a des jours fastes, des jours néfastes, mais que je sais à peu près comment faire ou comment donner à croire que je sais faire. Mais il y a mille circonstances qui me rendent timide. Une jolie femme provoque chez moi, et donc la femme aimée, encore une timidité de chaque jour. Suis-je à la hauteur? Suis-je à la hauteur de son regard? Mmh. Je voulais également vous poser une question sur le silence. Parce que quand on vous entend parler, vous savez extrêmement bien manier le silence, mais d'un autre côté, vous déclariez, qu'il fallait parler à l'autre, parler de l'autre, pas de soi, parler encore, parler. Mais quand faut-il se taire? Alors, d'abord, le silence est un art, et il fait partie de la rhétorique. Et il y a un livre qui s'appelle L'Ars Stacquendi, qui a été écrit par, cela me reviendra, et qui est donc l'art de se taire. En rhétorique, ça s'appelle l'aposiopèse, c'est-à-dire qu'il faut savoir à un certain moment ne rien dire, parce que le fait de ne rien dire est une mise en évidence de ce que l'on va dire, crée une légère angoisse chez celui qui vous écoute, en disant pourquoi se tait-il? C'est une mise en évidence de ce que l'on a dit et son prolongement, et l'annonce de quelque chose d'imprévisible. Donc ça attire l'attention. Et Ars Stacquendi, je vais retrouver de qui c'est. Et oui, je le retrouverai sans doute un jour. Et dès que j'aurai retrouvé, je vous appelle. Avec plaisir. Et pour vous, est-il plus difficile de parler ou de ne rien dire d'ailleurs? Ça dépend des circonstances. Il y a des circonstances qui sont une provocation, euh, qui sont un appel à la parole. Et dans ces cas-là, la grande difficulté, c'est savoir se contenir et retenir, savoir se taire. D'autres circonstances vous appellent très légitimement au discours, et donc laissons aller le discours. Il y a de plus en plus, surtout depuis une vingtaine d'années, un développement des concours d'éloquence et du culte de la parole dans les universités et même dans le grand public. Déjà, comment est-ce que vous voyez le développement de cet intérêt pour Je l'éloquence? trouve ça très joyeux. Et notamment, et cela nous vient de chez vous, la conférence Berryer. Et j'ai participé à une multitude de conférences Berryer, et je trouve que l'exercice est extrêmement utile. Il est beau, il est utile, il vous apprend l'humilité selon que vous êtes dans ceux qui plaident ou dans ceux qui critiquent ceux qui plaident. Et avec un de mes très chers amis parisiens qui est Bertrand Perrier, je pense que vous le connaissez, qui est un merveilleux orateur. Et on a fait 1000 conférences Berryer ici et ailleurs, mais moi je l'ai créé ici sous un autre nom qui est le concours Nanceau, mais je l'ai créé à l'imitation de ce qui se fait en France. Il est souvent reproché au concours d'éloquence de parler dans le vide, de parler pour rien. Et donc, ça m'amène à une question, est-ce que l'éloquence doit avoir un but, doit avoir un rôle fonctionnel? Oui, l'éloquence, elle est faite, comme nous le disions tout à l'heure, pour persuader et convaincre. Alors, parler dans le vide, de quelle vacuité parle-t-on? De l'esprit de celui qui nous écoute. Euh,
C'est notre responsabilité de stimuler les intelligences endormies, d'arracher les juges à leurs convictions trop promptes. Donc je pense que nous ne parlons jamais dans le vide. Alors si la question est de savoir s'il nous arrive, à nous tous, de parler sans dire grand-chose, parce que la journée n'est pas faste, parce que le sujet n'est pas maîtrisé, bien sûr, il nous arrive d'avoir des paroles pauvres et maladroites. Mais dans le vide, non, elle est toujours destinée à l'autre. La parole est un don, on parle les mains ouvertes, et la parole est un cadeau. Alors parfois c'est un modeste cadeau qu'il faut savoir rendre. Mais j'ai toujours conçu la parole comme un cadeau. Et c'est pas loquor ergo sum, je parle donc je suis, mais je parle donc je te donne, euh, ou j'essaye de te donner. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez de ce reproche de dire il monopolise la parole? Est-ce qu'on vous l'a déjà reproché? Et écoutez, Jamais. ça dépend, il y a des procès, des conférences, et monopoliser les paroles, c'est de les garder pour soi, c'est de ne pas savoir qu'il y a le temps de l'altérité, donc c'est un manque de bonne manière, c'est un manque de civilité. Il faut savoir que la parole de l'autre importe, ou on doit présumer qu'elle importe, donc il faut lui laisser le temps de s'exprimer. Vous aviez déclaré qu'aimer une femme, c'est avoir le goût de la littérature, car une femme, c'est un récit. Et dans ce récit amoureux, quelle place vous avez donnée à la parole et est-ce que ce don pour la parole vous a aidé? Non, alors si je dis ça, c'est peu. J'ai eu un rapport étroit avec Jean d'Ormesson. Et un jour, nous dînions ensemble et il me disait j'aime les bains de mer, les femmes et la littérature. Et alors je dis bon, les bains de mer, je comprends. Et si c'est Mare Nostrum, et puis les femmes et la littérature, et je lui ai demandé, légèrement insolent, est-ce que vous êtes sûr que ce sont des choses différentes? Parce que nous faisons naître l'amour par la parole, nous le maintenons par la parole, et donc nous sommes convenus, lui et moi, que les femmes et la littérature, c'était la même chose. Et que d'aimer une femme, c'était de savoir lire. Mais savoir lire entre les lignes, savoir lire ce que son visage exprime, mais aussi ce qu'il tait. Le visage d'une femme, quand la nature a été généreuse, et c'est un livre écrit, et on apprend au cours de la vie à lire ces lignes, entre les lignes, et avoir du bonheur à l'implicite comme à l'explicite. Et d'ailleurs, quel livre ressemblerait le plus au récit féminin pour vous? Euh, oui, il y a L'art d'aimer d'Ovide, il y a les fragments du discours amoureux de Roland Barthes, et puis il y a 1000 livres, parce que je connais peu de livres dont le ressort ultime, masqué ou dit, ne soit pas l'amour. Alors ensuite, qu'est-ce que c'est que l'amour? C'est certainement une aliénation, et l'amour c'est de la liberté perdue, et l'amour a quelque chose de sacrificiel. Mais ensuite se pose la question que se posait Bernanos, et la liberté pourquoi faire? Et la réponse qu'il donnait, c'est pour y renoncer. Une amitié, c'est de la liberté à laquelle on renonce. Un amour est aussi une liberté à laquelle on renonce. Une cause, un engagement politique, c'est de la liberté à laquelle on renonce. Donc il faut bien comprendre que nos vies sont l'histoire de liberté auxquelles on renonce. Si vous me permettez, est-ce qu'on pourrait parler un peu de vous, dans le sens de comprendre comment est-ce que vous êtes devenu l'orateur que vous êtes devenu? Est-ce que, par exemple, vous vous souvenez de votre premier contact avec le public? Non, mais sans être impudique. J'avais une mère qui était, euh, disons, une des femmes essentielles de ma vie, qui était très exigeante.
Elle considérait que l'amour est une exigence et que l'exigence est amour. Et lorsque je parlais à table et qu'elle trouvait que c'était insignifiant, elle m'envoyait déjeuner ou dîner à la cuisine. Quand je lui écrivais des lettres, sur le mode un peu ridicule, « Coucou maman », elle me renvoyait la lettre en disant « Si tu n'as pas autre chose à me dire, je ne lirai plus tes lettres ». Et j'ai vécu cela très bien. Je ne l'ai pas vécu comme une humiliation ou comme un rejet, mais comme une manière de me dire « Je crois que tu serais digne », c'est-à-dire à la hauteur d'autre chose. Et donc mon goût de la parole m'est venu certainement de cette exigence maternelle. C'est venu par l'exigence. Donc. Oui. Et vous voulez être aussi imposé à vous-même cette exigence Oui. progressivement? Oui, Ouais. oui. Vous êtes aussi connu pour plaider sans notes. Et m'est venue une question, est-ce que vous avez déjà plaidé avec des notes ou vous avez toujours été un improvisateur? J'ai toujours été un improvisateur. Et pour le dire simplement, je pense qu'il y a 3 types d'orateurs, mais c'est très simplifié. Vous avez l'orateur qui lit. Et vous savez, on disait de Démosthène que son éloquence sentait la chandelle. C'est-à-dire, on voyait qu'il avait passé la nuit, la chandelle l'éclairant. Bon. Et ensuite, l'improvisateur de mémoire, qui a appris par cœur. Et puis, à l'aristocrate, c'est-à-dire l'improvisateur, qui restitue en 1 heure, en 10 minutes, ce qu'il a parfois mis une vie à penser. C'est Hugo qui disait ça sur l'improvisation. Et c'est de dire, nous portons en nous des réflexions, des références, si possible une culture, et quand le moment juste vient, quelque chose au fond de nous la restitue, ou nous permet de la dire. C'est l'improvisation. Alors, je n'ai jamais eu de note, quelle que fût la longueur imprévisible de mon intervention, et je considère que d'avoir des notes, on est aussi le fait d'avoir des notes. Et je le disais tout à l'heure, on parle pour quelqu'un. Et si vous avez des notes, vous êtes serre, vous êtes lié, vous ne regardez plus les yeux des juges, qui se ferment ou s'écarquillent d'esbaudissements ou d'ennui. Et dès lors qu'on parle pour l'autre, il ne faut pas être cadenassé par des notes ou un écrit. Il faut être à l'écoute de sa parole intérieure, comme disait tout le monde. Et voilà. Et puis une fois encore, il y a des jours heureux et des jours plus modestes. Et avant une prise de parole, est-ce que vous réfléchissez à votre prise de parole? Non. Est-ce que vous... Jamais? Non. Et vous attendez donc le dernier moment pour que tout ressurgisse d'un coup? J'attends qu'on me donne la parole. Et parfois, je n'attends même pas ce moment. Je la prends. Je la vole. Est-ce que vous avez été jalousé par des gens pour avoir ça? Je ne sais pas, parce que l'estime se dit beaucoup, la jalousie se dit peu. Mais si j'ai été jalousé, je dirais à ceux qui m'ont jalousé que c'est un malentendu, qui passe à autre chose. Vous avez évidemment le goût de la littérature. D'ailleurs, j'avais vu dans une interview que vous disiez que votre seule vraie préoccupation dans la vie en dehors de votre métier, c'est la littérature. Vous avez donc des références gréco-romaines, Gide, Valérie, mais finalement, de quel style littéraire vous nourrissez-vous au quotidien? Alors, ces temps-ci, je suis un peu fatigué pour toutes sortes de raisons. Et parce que j'ai été opéré du cerveau. Mais disons, du temps où je lisais beaucoup, beaucoup les anciens, et beaucoup les anciens, beaucoup Plutarque, et Plutarque était le point de départ pour 1000 aventures. Et quand j'avais votre âge, enfin un peu plus jeune, et que j'étais au collège, et nous avions ceux qui lisaient Paul Valéry, Monsieur Test, la Jeune Parc, et ceux qui lisaient Gide, donc pour les sensuels et les rationnels.
Et je ne dis pas que la raison manque de sensualité, mais voilà. Et puis, comme nous étions très particuliers, j'étais dans une classe de classique, où au fond, quand on se croisait le matin, on se mesurait au livre qu'on avait lu la nuit. Alors, si je pense à ça, je ris du ridicule. Mais qu'as-tu lu cette nuit? Et restitue-moi ce que tu as lu cette nuit. Alors, je vous disais, il y a ceux qui nous parlaient de Monsieur Test et ceux qui nous parlaient des nourritures terrestres. Non, j'ai eu le collège, je ne sais pas si ça s'appelle le collège en France, mais dans ce qui va jusqu'à votre bac. Collège lycée. Oui. Du temps, le bac avait un sens. Hein. Et était une phase très littéraire de ma vie. On se mesurait à ça. Et nous nous aimions pour ça. Euh, C'est l'enseignement qui a fait que vous avez lu? oui, j'ai eu des maîtres. Et un des beaux sentiments, un des sentiments nobles de la vie, c'est l'admiration et la reconnaissance. L'admiration parce qu'elle hisse celui qui admire. Elle l'exauce dans la double orthographe du mot. Et la reconnaissance est parce que je trouve beau de savoir d'où l'on vient, à qui l'on doit ce que l'on est, une part de hasard, mais de nécessité, mais aussi à des hommes ou des femmes que l'on a croisés et à qui il faut savoir dire notre gratitude. Ce doit être Jacques Charpentier qui dit que l'orateur est un poète. Quel rapport vous entretenez avec la poésie? Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre l'orateur et le poète? Mais d'abord, il faudrait savoir ce qu'est la poésie. En grec, poésie vient de poiein, qui veut dire faire. Alors, si on dit que l'orateur fait, il construit des convictions, parfois même la sienne. Et donc, oui, l'orateur est un poète, dans le sens où c'est faire. Et, alors, est-ce qu'il a toujours des rimes riches ou a-t-il des rimes pauvres? Et ça dépend des vents qui soufflent. Vous êtes aussi connu pour être un provocateur. À quoi? Un provocateur. Subversif. Non, écoutez, si la provocation, et comme l'étymologie le suggère, c'est de faire naître chez l'autre l'idée, alors je suis ravi d'être un provocateur. Euh, si provocateur, autre étymologie possible, c'est parler pour compte de l'autre, alors si je peux prêter à autrui une parole qui n'a pas, je me trouve généreux d'être provocateur. Oui, vous disiez être provocateur, c'est être maïeuticien. Oui, Mais finalement, vous semblez pas avoir été incompris sur ce terrain-là, et les idées que vous défendiez pour le plaisir de faire naître la vérité ont été prises pour des opinions profondes que vous pensiez. Et donc, en rétrospective, quel sentiment que vous avez? Est-ce que vous non, je ne regrette rien. Vous ne regrettez rien? Non, non. Et si la provocation, au sens où vous la définissiez, a fait naître des antagonismes, j'aime l'antagonisme. Et parmi les dieux que je vénère, il y a Eris. Eris, c'est la déesse de l'affrontement, du désaccord. Et donc, chaque fois qu'un désaccord naît, et je pense que l'intelligence progresse. Donc, provoquons. Et est-ce que l'antagonisme est pas voué au déclin aujourd'hui? Si vous me parlez on parle de la France, j'imagine. Et je pense que les pensées s'alignent beaucoup. Il y a une bien-pensance, il y a une doxa euh, qui fait que la contradiction est difficile. Euh, J'aime beaucoup Éric Zemmour, qui est un ami. Et j'aime beaucoup Sarah Knafo. Et je me suis bien entendu à l'époque, sous réserve de son anti-judaïsme que je haïssais, avec Jean-Marie Le Pen. C'était du temps où vous aviez des orateurs, et des orateurs de combat, d'affrontement.
Et j'en trouve peu aujourd'hui en France, hein. Oui, Mélenchon. Mélenchon qui est un magnifique orateur, qui est par ailleurs une calamité de la pensée, mais qui est un magnifique orateur. Et non, je trouve, pour parler de la France, que l'affrontement s'amuise, que l'on préfère le consensus en ne voyant pas ou en ne comprenant pas que les idées consensuelles, ce sont les idées mortes, que rien ne naît du consensus, sauf la paix. Mais la paix ne stimule personne. Il faut préférer la guerre. Oui, c'est vrai qu'on ressent en France la naissance d'une parole commerciale, publicitaire, mais pas une parole de combat. Parce que aussi, prendre la parole et être dans l'opposition, c'est toujours prendre un risque. Et donc, ça n'est jamais faire consensus. Et donc, ça n'est pas mener vers une élection. C'est-à-dire qu'on a moins de chances d'être élu. Oui, mais ça, c'est la parole opportune, la Oui. parole politicienne, politicarde. Mais indépendamment de ça, je trouve qu'il y a une réduction de la liberté d'expression en France totalement extraordinaire. Alors nous parlions tout à l'heure de la Suisse, qui est mon pays, et vous dites que c'est un pays de passion calme, mais je vous assure que la liberté d'expression est infiniment plus étendue qu'elle n'est en France. J'ai pu dire en Suisse des choses qui m'auraient valu, c'est la 17e chambre, en France, la 17e correctionnelle, si je l'avais dit en France. Hmm. Par Ouais. exemple, à part quelques exceptions, dont Tariq Ramadan, Hmm. je n'aime pas l'islam. Je n'aime pas Dieu, de manière générale. Je pense que Dieu est une imposture. Mais je pense aussi que Dieu est une imposture féconde. Il a permis les arts. Et si une erreur fait que les êtres se hissent, s'apaisent, alors préférons l'erreur à la vérité. Et, et donc j'ai tenu des propos sur l'islam, ici en Suisse, que je n'aurais certainement pas pu tenir en France sans être déféré devant une cour correctionnelle. Sur l'homosexualité aussi. J'aime l'homosexualité des anciens. C'était la voie étroite vers l'âme, disait Platon. Je n'aime pas beaucoup les marches de fierté d'aujourd'hui, mais j'aime pas. Ça n'a aucune importance. Ensuite, je déroge à ce que j'aime ou je n'aime pas. Il suffit que je fasse une rencontre. Vous savez, dans la pensée, il y a toujours la généralité. Et puis, il y a la rencontre de l'homme, de l'autre, qui devient exception de la généralité. Et l'exception, là, confirme la règle. Vous ne croyez pas en Dieu, donc, Non, et vous ne vivez pas pour la postérité. Mais paradoxalement, votre postérité est assurée. Vous avez la Légion d'honneur, vous êtes reconnu en France et en Suisse. Qu'est-ce que vous faites de ce paradoxe, finalement? je pense pas que c'est une postérité. Je pense que lorsque mon catafalque, mon cénotaphe aura tourné le coin de la rue, tout le monde aura oublié. Et peut-être quelques amoureuses. Et, mais je ne laisserai ni trace, ni sillon. Je n'ai jamais écrit un livre. Alors la parole, est-ce qu'elle méandre encore dans quelques esprits bien faits? Mais ça sera bref. Et cette brièveté me va. Et puis quand je joue avec cette idée, et je serai précipité à la gauche de Dieu, parce qu'à la droite de Dieu, il y a les simples en esprit, et donc je serai à la gauche de Dieu, et selon l'interrogatoire de Pivot, vous savez, à l'époque, il disait: qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Et j'aimerais qu'il me dise: enfin, je m'ennuyais. Et oui, finalement, vous n'avez jamais écrit de livre.
Pourtant, tout le monde aurait attendu un livre de votre part. Ah, mais on me l'a beaucoup proposé. Et même Jean d'Ormesson, dont parlions tout à l'heure, m'a dit, voulez-vous que l'on fasse un livre ensemble? Je lui dis, je ne sais pas écrire. Mon univers s'épuise dans la parole, et dans l'immédiateté de la parole. Et alors, je pourrais dicter ceci ou cela, mais je vois une telle différence entre l'écrit et la parole. L'écrit a vocation à durer. Il y a une immédiateté de la parole, un corps à corps de la parole, et qui en fait pour moi toute l'intensité. En un instant, en un seul mouvement, c'est ce que Boileau disait de la tragédie. En un temps, en un lieu, en un seul mouvement, tout est accompli. Et je pense que la parole a cette vertu ou ces vertus-là. Tout est accompli. Et est-ce que vous êtes devenu avocat parce que vous acceptiez cette idée de l'instantanéité, ou est-ce que c'est en devenant avocat que vous avez accepté cette idée? Et je voulais être diplomate comme mon père. Et quand je me suis présenté à Berne, on m'a dit que j'étais trop jeune. Et on m'a dit, faites autre chose pendant 2 ou 3 ans. Et à ce moment-là, j'ai fait un stage d'avocat. Et j'ai tellement aimé mon maître de stage. Et je me suis dit, je vous l'avais parlé tout à l'heure, l'admiration et l'identification. Je me suis dit, c'est être avocat, c'est être cela, je veux être avocat. Et c'est une passion qui, depuis 80, non, depuis 60 ans, ne m'a pas quitté. Abordons le progrès, peut-être, parce que C'est une Cocteau, chose dégoûtante. je ne m'étonnais pas que vous alliez dire ça. Cocteau disait dans son adresse à la jeunesse de l'an 2000, il se peut que le progrès soit une erreur. Et on ressent à votre manière de parler, à votre environnement, que vous refusez le progrès. Mais totalement. Et que le progrès soit une erreur. D'abord, progrédir, c'est aller de l'avant. Et sans définir vers quoi l'on va, et vers quel mur on va buter, ou vers quel précipice dans lequel on sombrera. Et donc, je n'aime pas le progrès. Et puis, si je constate ce qu'il est, avec la perfection de mon constat, je trouve que nous avons tellement décliné. Nous parlions de la parole. Euh, je vous accepte bien sûr, mais combien de mots votre jeunesse connaît? Sur les 70 000 mots de la langue française, et combien de mots? Euh, Très peu. Mais une fois encore, je ne vous vise pas. Le fait que vous soyez là démontre l'exception. Mais presque toute la jeunesse a un vocabulaire de commentateur sportif, onomatopée y comprise. Mais est-ce le progrès en tant que tel que vous refusez ou le progrès contemporain? Non, je pense le progrès en tant que tel, parce que j'ai une telle nostalgie du passé. Je suis résolument un mécontemporain, un réactionnaire. J'aimais les temps anciens, tels que je les ai connus, tels que je les imagine. Les temps d'avant la Révolution, les temps d'avant la nuit du 4 août, l'abolition des privilèges, le temps où les êtres n'étaient pas égaux et on considérait qu'il y avait une hiérarchie des êtres. Il y a ceux que la nature a comblés, ceux que la nature a malmenés. Il y a la beauté d'Alain Delon, qui est une éloquence en soi. C'était un très cher ami. Et je le lui dis souvent, je lui dis, mais être beau comme ça, c'est parler. Et puis il y a la laideur d'une multitude. Et donc, et si j'ai fait ce détour du côté de la beauté, et c'est que je parlais de l'inégalité des êtres. Je crois profondément que les êtres naissent peut-être libres, mais certainement pas égaux. Non, ma conviction, c'est qu'il y a des êtres supérieurs, et je ne considère pas être de cela. Il y a les êtres supérieurs, et il y a les nains. Et les nains ne sont pas sur les épaules de géants. Et est-ce que les nains sont dans le progrès et géants dans les Oui, temps anciens? les nains adorent le progrès. Et est-ce que ça n'a pas été une barrière, une frontière avec vos contemporains?
de ne pas pouvoir accepter le progrès? Non, je crois que je m'entends bien avec beaucoup de monde. En tout cas, il me le donne à croire. Et, j'ai de profondes et belles amitiés. Et j'ai même des amitiés avec des politiques euh, qui ne pensent pas comme moi. Je suis très proche de Bernard-Henri Lévy. Et je suis proche hmm, de Régis Debray, qui sont des hommes de gauche, de manière différente, mais que j'aime profondément. Euh, Il y a cette ligne d'horizon où les intelligences se parlent au-delà des convictions. Je pense qu'une conviction, c'est l'intelligence à l'arrêt. Une intelligence véritable doute, doute toujours. Elle est toujours dans le que sais-je, dans le doute pyrrhonien, ou dans le propos socratique, je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Et cela dit, il y a ce que je l'appelais la ligne d'horizon, où nos intelligences peuvent s'étreindre, en pensant tout autre chose. Mais ça n'enlève rien au bonheur de l'étreinte. Et est-ce que vous changez encore de conviction aujourd'hui? Ça vous arrive? Mais de conviction, j'en ai très peu. J'ai celle que je viens d'énoncer. Et c'est que la seule conviction qui m'importe, c'est de n'en avoir pas. Ensuite, il faut parfois feindre d'en avoir. Là, vous revenez au rôle de l'avocat. L'avocat, quand il plaide à la défense ou à la partie civile, doit donner à croire qu'il pense quelque chose. Moi, je ne pense ni ce que je dis, ni je ne dis ce que je pense. Je dis ce que je veux faire penser. C'est tout autre chose. Et est-ce que vous exprimez parfois ce que vous pensez réellement? Oui, oui. D'ailleurs, je un peu Mais j'en ai honte. ah oui? Oui, parce que je trouve que c'est médiocre. Je me ferai faire quand je fais semblant de penser que lorsque je pense. Jamais Parce en que, public. non, parce que je pense, je me dis que ça, je ne pense que ça. Et vous changez encore d'opinion? Hmm. Oui, lorsque les circonstances justifient que je le fasse. Mais comme je n'adhère pas à ce que je dis, ça peut vous paraître choquant, mais c'est pas un manque de sincérité, c'est pas un manque de morale. Je pense que la sincérité n'a rien à voir avec l'éloquence, et la morale ou la moraline encore moins. Je pense ce qu'il est nécessaire que je fasse croire que je pense. Et y a-t-il d'ailleurs des valeurs ou peut-être des convictions profondes qui ont guidé vos actions? L'honneur, euh, la fidélité en amitié, la fidélité en amour avec quelques incartades pavillonnaires, et l'honneur et la fidélité. Non, Et ce que j'aimerais, mais je suis mauvais juge, c'est la générosité. C'est de savoir donner. je me demandais aussi, qu'est-ce qui finalement attire directement votre attention dans la parole d'autrui? Qu'est-ce qui vous plaît en matière oratoire? Je crois que lorsque quelqu'un plaide, je peux dire d'emblée combien de livres il a lu. Alors cette comptabilité m'amuse. Et je pense les bons jours, je sais aussi quel livre il a lu. Et comme je pense que nous sommes faits de nos lectures, et aussi des lectures que nous n'avons pas faites, et c'est les lectures qui nous construisent. Et je m'amuse dès que quelqu'un me parle, et on peut dire c'est la parole de 20 livres, c'est la parole de 1000 livres. Marcille Fissin avait 12 000 livres dans sa bibliothèque. Et Pic de la Mirandole, on avait 15 000. Et étonnamment, Shakespeare n'en avait pas. D'où cette idée qui a longtemps couru que Shakespeare n'était pas l'auteur de ses pièces, tant il est vrai, pensait-on, que l'on ne peut pas écrire les pièces qu'il a écrites,
et sans avoir un seul livre dans sa bibliothèque. Et je crois que Montaigne en avait très peu. Mmh. Lire et bien parler, finalement, est-ce un acte de résistance? Oui, c'est en tout cas un acte de résistance autant qu'il y a. Et s'il faut résister contre la bêtise, et c'est une résistance contre la bêtise, et comme je n'exprime pas ici d'opinion politique, aurais-je en exprimé, et s'il faut résister contre la gauche, la parole me paraît nécessaire, et contre cette vilainie, et la bêtise qui nous envahit, ces êtres dont la parole côtoie le vide. Je pense que de bien parler, de s'y efforcer, est un acte de résistance. Auriez-vous aimé faire plus de politique? Sous l'Ancien Régime, oui. Talleyrand, dont j'ai fait le procès, est un de mes grands hommes. Ça rejoint la diplomatie. Oui, la diplomatie, l'intelligence absolue, les lettres, avoir faim à la foi lorsque cela était nécessaire, une culture dont plus personne n'a la moindre idée, être Machiavel, être le diable boiteux. Oui. Et voilà, si je devais avoir voulu être autre, Talleyrand de Périgord me va. Ma dernière question pour vous, est-ce que parler d'éloquence permet de devenir plus éloquent? Oui. Mais parce que de manière générale, de parler, je crois que vous avez cité tout à l'heure Pline l'Ancien, et qui disait au fond, je deviens éloquent parce que je parle. Et, parler, c'est l'apprentissage des mots, leur mise en synthèse, leur mise en abîme, leur exaltation. Parler, c'est nouer et dénouer ses relations avec le monde. Et parler, pour l'intellectuel, noblement dit, et je m'exclus de tout cela, parler, c'est s'interroger sur les réponses que l'on se donne. C'est être dans la perpétuelle incertitude. Et cette incertitude est un merveilleux vertige dans la vie. Merci beaucoup pour cette interview. Je vous en prie. Voilà. Tu m'aimes encore ?